Encore une, c'est à toi. Si tu veux lancer ton partage d'écran, on est tout à toi. Peut-être déjà dans un premier temps, merci pour votre accueil, et votre proposition donc, d'intervenir ce soir. Créativité et entreprise, créativité et management, c'est aussi le sujet moi qui m'anime depuis, maintenant pratiquement, 10 ans. Et donc peut-être commencer avant de rentrer dans le sujet de créer, activer en entreprise, parler de qui je suis et d'où je viens. J'ai un parcours en entreprise de 20 ans, dans le milieu de la communication, dont 10 ans comme manager et au bout de 20 ans de carrière, j'avais cette conviction qu'un manager était meilleur en faisant appel à sa créativité et j'ai décidé de monter mon activité de conseil, d'accompagnement et de formation dans ce sens et je me suis dit: «Mais finalement créativité, je l'ai en moi, mais comment être, plus au fait là-dessus?» Et donc j'ai suivi une première formation au CNAM de Paris sur l'animation à la créativité et à l'innovation. Et là donc j'ai découvert une formidable boîte à outils, des formidables méthodos, que l'on pouvait aussi appliquer, au management et c'est ce que je m'emploie de faire maintenant depuis 7 ans. J'ai créé une société qui s'appelle justement Idein, qui a vocation de booster la créativité, donc d'engager la créativité dans le milieu de l'entreprise. Et donc une illustration très concrète aujourd'hui, de mon action, qui rejoint aussi le métier du designer. J'interviens sur l'école de design de Nantes auprès des étudiants en interactivité depuis maintenant 5 ans, invitée au départ par Florent Michel. Donc sur, les méthodologies créatives, donc d'enseigner aux étudiants, le processus créatif, la méthodologie créative. Et pour ce faire, donc on se connaît effectivement depuis Antonio puisqu'on co-anime, une partie donc de l'accompagnement de ces étudiants et c'est là où on a pu croiser aussi, échanger les méthodes, les approches entre le design et la créativité, voir comment on pouvait être complémentaires, et créer aussi une richesse, pour aller plus loin ensemble. Voilà pour, qui je suis et donc, je dirais que moi, ce qui me passionne, c'est de partager et donc j'ai voulu aussi prendre le temps d'écrire ce livre, qui est issu d'un mémoire que j'ai fait, auprès d'un centre de formation à la créativité à Paris qui s'appelle Iris Créativité et Isabelle Jacol, la directrice, m'a demandé de transformer ce mémoire en livre et c'est devenu donc, effectivement le livre manuel pour, créactiver. Je vais vous le partager à l'écran. Alors ce qu'on va vous proposer, ce soir, c'est un 1er temps où, je vais parler aussi peut-être de la genèse de ce livre, comment est-ce qu'il a été construit, ce que l'on peut retrouver à l'intérieur et puis ensuite, c'est quoi la créativité? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Je vais vous demander aussi vos définitions de la créativité. On va échanger là-dessus et puis ensuite, recueillir aussi vos questions, vos interrogations sur créativité en entreprise, management et créativité. Recueillir vos questionnements, vos interrogations et à partir de là, moi, je reviendrai sur le contenu du livre en vous apportant des clés de compréhension qui sont présentes, à l'intérieur de ce livre. Voilà, pour que ça soit aussi, quelque chose d'interactif et qu'on puisse, créer du débat. Donc je vous invite dans cette, 1re partie où je vais, donc vous reparler de la genèse du livre et puis, vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, de pouvoir noter dans la partie, chat. Donc c'est, en bas de votre écran, vous avez la possibilité de pouvoir, annoter, en commentaire. Donc de pouvoir noter vos questions, ou préparer sur une feuille vos questions pour qu'on puisse, y réfléchir ensuite et donc voilà et donc dans la deuxième partie, on ira sur quelque chose d'un peu plus interactif donc micro ouvert pour pouvoir être dans un échange, parce que ça, c'est ce qui m'anime aussi, c'est de partager et d'échanger avec vous pour, apprendre aussi mutuellement. Alors, créer, activer en entreprise, comment agir, manager, innover avec créativité, et donc vous parlez de la genèse de ce projet. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce livre? C'est véritablement, et c'est aussi le retour que j'ai eu puisque je vous parlerai aussi de la méthodologie d'écriture du livre. Il existe aujourd'hui beaucoup de livres sur la créativité, sur l'innovation, beaucoup de livres sur le management, mais très peu aujourd'hui de littérature qui, parle assez simplement de comment manager la créativité en entreprise
Et donc, c'est ce qui m'a animée aussi dans cette écriture de livre, se dire à qui il s'adresse. Il s'adresse vraiment à tous les ce que j'ai appelé moi les faisceaux de l'innovation au quotidien, c'est-à-dire vous designers, c'est-à-dire que dans votre quotidien, on innove, on fait appel à sa créativité pour concrètement trouver des solutions nouvelles à des problématiques données, des problématiques d'usage et cetera. Mais on commence par quoi? On engage comment? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Donc, c'est vraiment aussi un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui travaillent au quotidien sur la notion de innover ensemble, travailler en mode projet. Ce qui m'intéressait aussi dans ce livre, dans les cibles, c'est véritablement plutôt les formats TPE, PME, parce qu'on a des très beaux livres en littérature, mais c'est plutôt sur des formats de grands groupes. Ce qui m'intéressait, c'était d'être dans des cœurs d'expérience avec un positionnement accessible à tous et pas, dans une vision justement de l'innovation trop international ou, grand groupe. Hem, Pourquoi j'ai construit ce livre? C'était au départ effectivement une demande aussi d'Isabelle, Jacob à Paris, qui est aujourd'hui une des référentes nationales au niveau de la créativité, qui trouvait elle un intérêt, qui avait une coche justement là-dessus. C'était aussi pour moi de modéliser, tous les outils, les méthodos, les retours d'expérience que j'avais eus depuis maintenant 7 ans, dans les entreprises et puis, prendre du plaisir aussi à faire cette prise de hauteur et d'écriture. Comment j'ai construit ce livre? Ça s'appelle «Manuel pour créativer». Pourquoi j'ai choisi ce mot «manuel»? Parce que je le voulais très pragmatique et opérationnel. C'était donner des clés pour préparer un voyage vers la créativité. Je vais vous expliquer ensuite l'explication de ce terme et donc pour préparer un voyage, eh bien, on a besoin de cartes, de boussoles et de comprendre le territoire et donc c'est ce que l'on va retrouver aussi dans le livre, dans sa construction. Donc ça a été un moment, aussi super intéressant pour moi d'écriture, de poser aussi, des mots-clés sur cette expérience. Un travail aussi de longue haleine, il y a eu plus de 15 écritures de versions et plus de 21 jours aussi de résidence pour pouvoir poser cette écriture de livre. Et je vous fais part aussi d'une petite anecdote, puisqu'en fin de compte, Isabelle m'a vendu le projet en disant: «Écoute Corinne, ton mémoire, il est top. Franchement, il y a tout dedans, tu as juste 2-3 jours à peaufiner, mais franchement, tu en fais un livre tout de suite». Et donc, on était en mars 2018, j'en parle à Antonio sur une séance, je dis: «Ah bah, ce week-end, bah, moi, je me prends là 2 jours, dans la foulée de la semaine». C'était pas un week-end, c'était en semaine. C'était les fameux jours de résidence. En 2 jours, là, je peaufine un mémoire et je le transforme en livre. Et là, il y a Antonio qui me regarde dubitatif, il me dit: «Mais tu vas prendre 2 jours pour écrire un livre?» «Non, mais Antonio, t'inquiète, c'est ficelé, c'est clair dans ma tête et cetera». Non, ça a été un travail sur 1 an. 1 an, plusieurs journées effectivement de résidence, à se poser, à interviewer et dans ma méthodologie, ça a été aussi, dès que j'avais une version qui était à peu près aboutie, de la faire lire aussi à des clients, pour que je puisse avoir leur retour assez rapidement. Donc qu'est-ce qu'ils aimaient dans le livre? Qu'est-ce qui leur manquait? Pour être en phase aussi avec mes lecteurs pour continuer aussi, la progression et tout au long de la construction, de la réitération de l'écriture, j'ai eu plusieurs, lecteurs qui sont intervenus, à différents moments. Pour arriver, au mois de mars, 2020, où j'ai livré juste avant le début de confinement, le dernier mémoire, écrit, du livre auprès de mon éditeur. Et là, on est entré en confinement, et je vous avouerai que, bah, je me suis dit: «Mais ce livre, je le jette, quoi». Enfin, premier confinement, on remet tout en cause, on remet notre façon de travailler, le travail à distance, une nouvelle appréhension, un univers, véritablement incertain et je me suis dit: «Mais finalement, ce boulot-là, depuis 1 an, ça c'est enfin, il est complètement has-been». On a reposé le dossier avec, Isabelle Jacob et on a repris le bouquin, et on s'est dit: «Mais finalement, est-ce qu'il est vraiment à covider?» entre guillemets? Est-ce que c'est à le remettre dans ce contexte-là? Donc ça veut dire reprendre le truc, reparler du travail à distance et cetera et en fin de compte, non, on a décidé de le laisser, tel qu'il était, avant le début du confinement. Et en fin de compte, plus je suis rentrée dans l'interaction avec des lecteurs qui l'ont lu au mois d'avril, cet été, qui l'ont lu maintenant depuis qu'il est sorti, là j'ai un exemplaire ici, et plus ça fait écho et plus on me dit: «Mais ton livre, c'est exactement, ce qu'il nous faut dans ce contexte aujourd'hui incertain».
Et je vous fais part, justement d'une introduction au dos du livre. C'est dans un monde chaque jour plus complexe et plus incertain, il devient essentiel pour les entreprises de mobiliser la créativité des équipes pour répondre aux enjeux et inventer de nouveaux possibles. Ça a été écrit avant le début du confinement. Donc, ce livre a aujourd'hui aussi des clés très pragmatiques, très opérationnelles et très inspirantes, justement pour mieux vivre ce contexte complètement dingue que l'on vit aujourd'hui, où chaque jour on remet, en cause aussi nos façons de travailler, nos produits, nos offres et c'est aussi proposer ces fameux repères. Alors, comment concrètement le livre va se présenter? On retrouve, à l'intérieur de ce livre tout un cheminement, où on a ici un manager tout en questionnement et à la fin donc un manager qui a trouvé aussi ses clés et donc c'est un livre qui se présente donc sous, 4, grands chapitres ou grandes étapes. Premier chapitre, c'est véritablement de poser, le contexte du management. Pourquoi ça change? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le modèle managérial, doit évoluer et d'évoluer vers un modèle beaucoup plus collaboratif, ouvert et et collectif. Et ça, c'est pas aussi simple que ça. Donc ça, c'est aussi ce que je pose dans ce premier chapitre avant de parler de créativité. Dans le deuxième chapitre, j'aborde, les cartes de la créativité, comment ça marche. Aujourd'hui, la créativité est donnée comme étant la troisième compétence attendue, au niveau mondial, au niveau du dans les entreprises et pourtant elle n'est pas enseignée à l'école. Elle n'est pas enseignée en session de formation managériale et donc dans ce livre, c'était de façon pédagogique, donner des cartes et donc j'en donne 5 dans ce livre, pas 4, 5, sur la créativité. Qui sont donc, je vais peut-être pas aujourd'hui vous les réaborder ensemble, mais en fonction de votre demande, je viendrai effectivement, pourquoi pas, en repartager quelques-unes avec vous. La première carte que je vais présenter dans ce livre, c'est créativité et innovation. On confond souvent les 2 termes et d'expliquer comment la créativité peut être différente en fonction des typologies d'innovation et c'est de reclarifier aussi ces termes-là et quels que soient les types d'entreprises dans lesquelles j'interviens, je peux vous dire que, cette clarification des termes d'innovation incrémentale, disruptif et cetera, eh bien, on en a besoin et on n'a pas tous les mêmes définitions. La carte 2, c'est comprendre le processus créatif, le processus pour avoir des idées, les méta-étapes. La carte 3, c'est comprendre que la créativité est faite de 2 modes de pensée, et ça c'est aussi inspiré des neurosciences. La quatrième carte, c'est part du principe qu'on est tous créatifs. Ce qui nous différencie, c'est le comment et donc là, j'aborde les 4 profils qui sont issus des profils Forsyth. Donc, je vous invite à noter les cartes que vous avez envie de comprendre et je vous les présenterai, par la suite. Et ensuite, la carte 5, c'est les 4 éléments de la créativité, qui représentent les travaux de Teresa Amabile, qui est une chercheuse américaine, qui est très peu traduit en France et qui donne les 4 éléments clés, dans le management pour que la créativité puisse se mettre en place au niveau de l'individu et au niveau des organisations. Ça, c'est le ch 2 pour comprendre justement la créativité. Une fois que j'ai compris, une fois que j'ai les cartes en main, eh bien, je vais pouvoir m'inspirer avant de partir en voyage vers la créativité. Mais qu'est-ce que ça veut dire en entreprise? Donc déjà, je repose le terme de créactiver, agir avec créativité et puis dans ce chapitre-là, c'est aussi de prendre au niveau managérial, c'est, comment est-ce que je vais manager la créativité en fonction, moi, de mon tempérament et aussi en fonction de l'appétence de mes équipes. Ça, c'est une première chose. Et un autre élément dans ce chapitre, j'aborde aussi pourquoi c'est pas si simple de créativer. Pourquoi c'est pas si simple de faire appel à sa créativité et quels sont les freins qui existent aujourd'hui en entreprise. Donc là, j'en distingue effectivement, 4 catégories, heu, que je peux aussi vous représenter. Donc en fonction de vos questions, je vais voir si je réaborde ces questions qui ces 4 grandes familles de freins qui existent aujourd'hui, qui sont les freins culturels, les freins personnels, les freins économiques, le courage d'innover et puis les freins, managériaux d'organisation.
Et je pose aussi dans ce chapitre-là une cartographie du niveau de créativité, c'est-à-dire qu'en fonction de la culture de votre entreprise, et vous, designers, vous le vivez aussi, c'est-à-dire que si je suis dans une entreprise qui a une grande appétence à la créativité, eh bien, je ne vais pas agir de la même façon que dans une entreprise où on est beaucoup plus réfractaire. Et si vous avez changé d'entreprise, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément la même façon de voir d'une entreprise à une autre. Et j'ai cartographié 4 niveaux de activité. On a les entreprises hors radar, les entreprises qui sont dans le vent, c'est-à-dire qui parlent de créativité, mais dans les faits, c'est un peu rapide. On a les entreprises focus, qui abordent la créativité, mais sur un seul sujet. Et puis les entreprises que j'ai appelées les créativités au cœur, qui le déploient, aussi bien pour l'humain que pour l'entreprise. Et dans le dernier chapitre, les 4 boussoles, comment créativer de façon concrète au quotidien. Je donne ici 4 boussoles pour se repérer, et donner les fondamentaux pour pouvoir être créatif et manager la créativité des équipes. Comment animer autrement ces équipes pour développer la créativité collective. Et créer aussi sa propre, boîte à outils de méthodos pour animer la créativité collective dans les entreprises. Ça, c'est le chapitre 4. Voilà la construction, du livre. Hem, alors ce livre est aussi fortement illustré, c'est-à-dire qu'au début du confinement, j'avais à peu près travaillé sur une trentaine de visuels ou de schémas et le confinement m'a amené à beaucoup, illustrer encore plus le livre. Donc on a à peu près 80 visuels qui viennent illustrer, ce livre à l'intérieur. C'est ce qu'on retrouve dans cette vidéo. Donc ce livre, c'est aussi un manuel, c'est aussi les retours que j'ai aussi de la part des différents lecteurs. C'est-à-dire qu'il est très pragmatique, c'est-à-dire que les pages focus sont présentées qui donnent des clés de compréhension précises, assez rapides sur, des termes, tels que, alors on est dans le design, mais design thinking, ça ne peut pas à toutes les entreprises. Donc, par exemple, je vais le réexpliquer. Je vais réexpliquer aussi le principe des profils Fort Size, des principes du disque, enfin plein de méthodologies que l'on peut utiliser en innovation ou en créativité. Je donne des citations. Il y a plein aussi d'outils de créativité que je partage. Ce livre n'est pas un livre de méthodos, et en même temps, je donne plein de clés pour pouvoir justement animer autrement. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver donc ces fameux focus sur fond bleu. Ça, c'est par exemple la règle du CQFD qui est donnée dans la boîte à outils qui permet en fin de compte d'animer autrement un début d'un processus. Et puis donc les visuels pour, illustrer, à différents moments, du livre. Voilà pour la présentation du livre. Et donc, c'est de rentrer avec vous sur, finalement, la créativité, c'est comme, la créativité, c'est un sujet qui est super vaste, et j'ai arrêté de faire du descendant dans mes façons de présenter la créativité parce que chacun a sa vision, chacun a sa clé de compréhension et c'est OK. Et donc véritablement, avant de commencer à vous donner des clés aussi sur la créativité, en entreprise, c'est déjà peut-être, de vous écouter vous, qui êtes présent ce soir sur, pour vous, c'est quoi la créativité? Comment est-ce que vous pourriez la définir? Ah, je reviens sur sur ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. La créativité, c'est, la troisième compétence, attendue. Donc, ça c'est issu, si vous voulez, du Forum mondial de l'économie et donc, d'abord c'est l'esprit d'analyse et d'innovation. 2, c'est la capacité à apprendre seul, qui est attendue en 2022 et la créativité donnée en troisième avant, la résolution de problèmes complexes, avant le leadership, avant l'intelligence émotionnelle, avant l'analyse et l'évaluation et cetera. Voilà, donc on va creuser cette notion de compétence ensemble ce soir, compétence ou aptitude. Alors, la créativité, c'est comme quoi, pour vous? Donc ce que je vous invite, hein, c'est de pouvoir, je vais vous mettre à l'écran, est-ce que vous l'avez à l'écran? Oui? Des visuels en photolangage.
Et de se dire, bah, en fin de compte, la créativité, c'est comme quoi? Comment est-ce que vous pourriez, en vous inspirant des visuels, en choisir un qui pourrait donner une définition pour vous de la créativité? Donc, je vous propose de pouvoir, choisir un visuel ou un autre qui vous inspire. Et puis ensuite, ce que je vais vous inviter, c'est, peut-être, de réallumer vos micros pour qu'on puisse, échanger ensemble sur comment est-ce que vous pourriez définir la créativité. Et puis ensuite, je vais reprendre la main pour échanger avec vous, puis, revenir sur des clés, sur des clés. Alors, est-ce que vous avez, trouvé un visuel qui vous inspire ou une définition qui vous convient? Oui, bonjour. Oui? Bonjour, bonjour. Alors, donc moi, concernant la créativité, je prendrais la quatrième image, donc en haut à droite. Celle-ci? Je Est-ce prendrais que vous cette... voyez mon petit pointeur? Comment? Est-ce que vous voyez mon pointeur quand je le Non, du tout. Non, non. OK, ça marche. Alors, stylet laser, est-ce que là, vous le voyez? Oui, là, je le vois, c'est. OK, ça marche. Est-ce que c'est celui-ci? Non, moi, j'irai encore sur la Là? droite. En haut à droite, voilà, celle-ci. Je OK, prendrais celle-ci par rapport au produit, au concept, à l'engagement donc que ça donne par rapport aux personnes qui utilisent ce produit. Donc, je trouve que voilà, ça, c'est très créatif pour moi parce que dans le fait où on va rechercher déjà on va dire les insides des personnes qui ont besoin, par exemple, pour le confinement, je trouve que c'est très bien positionné. Euh, Parce que voilà, donc on a besoin de convivialité, de s'occuper. Pendant le confinement, vu qu'on ne sort plus, on ne va plus trop dans les bars, etc. Et donc là, du coup, bah, c'est d'inventer un jeu, donc se baser déjà sur la relation, donc c'est le social thinking avant tout, et ensuite pouvoir faire du design thinking pour créer donc ce type de produit qui va plaire et qui va pouvoir se vendre assez facilement. En plus de ça, bon, un produit comme ça, c'est parfait pour le mettre dans les réseaux sociaux. C'est facile de trouver de l'engagement et de publier tout ça. Donc OK. voilà. Moi, ça serait celle-ci. Donc pour vous, créativité, voilà, c'est ça. Donc pour vous, ça serait créer, engager collectivement, rechercher les insights. Oui, c'est ça. Rechercher les insights et du design thinking pour voir comment apporter ce manque par un produit ou par un mouvement ou par quoi que ce soit. Donc, je trouve que ça, voilà, ça relève ces types de jeux de cartes. C'est un peu, voilà, il y a du mouvement, on est dans le mouvement, dans le collectif, ça engage un peu tous les volets. Je trouve que c'est intéressant. OK. Merci Franck. Avec plaisir. Qui veut continuer? Allez, je balance. Pour moi, la créativité, c'est la ficelle. Alors, La qui est-ce qui troisième, s'exprime? Pardon, Sébastien. j'ai oublié de Sébastien. redonner la fameuse consigne, j'ai Pardon. horreur de ce terme-là, c'est Oui, de donner oui, votre prénom avant de vous exprimer. putain. Oui, Sébastien. Merci Sébastien. Oui, la ficelle éternelle. Moi, je pouvais passer des heures et des jours et des semaines avec juste un bout de ficelle et un bout de bois pour inventer toutes les histoires du monde. Une canne à pêche, un arc, tout ce que vous voulez. Et déjà, celui qui a inventé la ficelle à partir de fibres végétales pour les tresser, pour en faire un truc solide avec quoi on peut fabriquer des maisons, fabriquer des outils, fabriquer des armes, fabriquer tout ça. C'est le summum de la créativité, la ficelle. Donc voilà, c'est Ficelle inventée avec. tout ce qu'on peut inventer grâce à la ficelle. Et déjà d'avoir inventé la ficelle au départ, c'était très fort. OK. Merci Sébastien. Oui, de rien. Alors, continuer.
Antonio, j'ai vu que tu as coupé. Moi, je désactive mon micro parce que si tu ne sollicites pas les gens, regarde, ils vont se cacher derrière un micro coupé. Ouais. Allez, vas-y. C'est rare, Sébastien, que tu fasses des discours aussi courts. Bon, la créativité, pour moi, tu vois, c'est les images des petits oiseaux qui picorent. C'est le fait d'aller picorer plein de petites choses au quotidien, régulièrement, rassembler des éléments, se nourrir de son quotidien, des échanges, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, pour finalement, à un moment, faire émerger toutes ces petites choses au sein d'une super idée co-construite, où en fait tout ça, ça se combine pour faire quelque chose d'entier, quelque chose de plus complexe. Voilà. Ouais, comme une ficelle tressée, quoi. Non, mais mieux qu'avec des petits oiseaux qui picorent, regarde. Je ne fais pas un arc pour tuer les petits oiseaux. C'est du costaud. Donc, c'est picorer, assembler plein de choses. Voilà, c'est ça. Ok, merci Antonio. Alors, est-ce que j'interroge je nomme Antonio, je suis plus active que ça. Ok, je peux. Il faut aller les appeler, regarde, ouais, vas-y, motive-les. Ils ont demandé que ça. Timide. Si vous voulez, il n'y a pas besoin de me cibler. Donc, Jean-Philippe, moi, j'aurais choisi la carte, enfin l'image aussi avec le jeu de cartes, parce que pour moi, la créativité, c'est aussi la capacité d'imaginer des solutions dans un contexte donné et avec des règles, des contraintes données. Ok. Alors. Bonjour, moi c'est Patrice. Salut Corinne. Salut. Patrice. J'ai pas très bien entendu, mais je suis en train de regarder la visio au bord d'un terrain de hand avant un match international au Danemark. Donc j'ai peut-être Voilà, c'est ça, tu es au Danemark. Ok. Et donc moi c'est la photo en haut à gauche, c'est comment créer et créer activer pour vivre ensemble en harmonie les uns avec les autres. Ça fait un peu naïf, mais et puis avec la nature derrière, voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut inventer pour demain pour savourer tout ça ensemble. Et puis de voir les gens qui se tiennent par la main, ça fait du bien en ce moment quand même. Enfin, pour moi. Ok. Merci Patrice. Bonjour Renaud. Oui Renaud. Donc du coup, moi, je sélectionnerai donc la troisième carte en partant de la ligne du bas, donc la carte où il y a la trousse. Et, alors c'est un agenda, mais ça pourrait être un cahier aussi. Et parce qu'en fait, pour moi, ça m'évoque le désordre. Et pour moi, la créativité, c'est d'abord avoir le droit au désordre, se donner la possibilité de sortir du cadre, se donner la possibilité d'être surpris par des choses qu'on n'avait pas anticipées, se donner la possibilité d'être surpris par les autres membres de son équipe aussi. Et effectivement, de se donner le droit, c'est ça, au désordre, à la fantaisie, et pour résoudre des problèmes complexes. Et c'est ça, commencer par une phase d'ouverture, une ouverture totale, où on va vraiment pouvoir expérimenter sans contrainte, parce que pour moi, la contrainte, c'est ce qui arrive après, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on explore on va dans le feu des possibles, on explore toutes les possibilités. Et pour moi, c'est dans un temps, c'est après, dans un temps 2, où ensuite on va comment dire, réfléchir aux contraintes. Ok, merci Renaud. Alors, est-ce que tout le monde s'est exprimé? Parce que j'ai du mal à voir avec le partage d'écran. Je vous avouerai que... Antonio, est-ce que tu peux faire mon secrétaire et me dire si tout le monde est intervenu? Tu as Fred qui est resté discret là, sous le Pardon? logo XDA. Tu as Frédéric qui est resté discret sous le logo XDA. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors Frédéric? Moi, je balance, je suis comme ça. Ouais, t'es comme ça. Merci, mais c'est pour ça que j'ai demandé de le faire.
Ça sert à rien d'avoir un pseudo si c'est pour se faire balancer. Moi, je mettrais bien un rétro. Pardon? Le rétro, deuxième image à droite. D'accord. Parce que savoir regarder en arrière, c'est intéressant aussi. Sous un autre angle. Voilà. Ça permet aussi d'abord, on voit les choses dans l'autre sens. Et le renversement des perspectives, ça peut être intéressant pour trouver des nouvelles idées. Et d'avoir une vision de ce qui se passe devant, mais de ce qui s'est passé avant aussi, de ce qui se passe derrière, de ce qui nous arrive derrière et qu'on n'avait pas anticipé. Ça peut faire partie de la créativité aussi. Ok, merci Frédéric. Merci pour cette richesse d'expression. Tu aurais pris quelle image, Corée? Ah, j'aurais pris quelle image? C'est facile. Alors, non, c'est pas ça. Vas-y, on va jouer. Je suis assez joueuse, Antonio. Ah, Alors, vas-y. donne-moi un visuel. Non, mais toi, tu aurais pris Ah lequel par non, défaut? vas-y. Non, on va faire ce qu'on appelle une connexion forcée. Donne-moi un visuel. Ok, alors prenons les petites fleurs qui tombent là, sur en ligne du milieu, le troisième. Alors, je reprends mon pointeur. C'est celle-ci. Celui-là, ouais. Ok. Ça me parle parce qu'en fin de compte, je pourrais parler de la créativité comme... c'est très végétal. Et je trouve que la créativité, il y a quelque chose de végétal, d'une graine que tu sèmes et qui va aussi pousser. Une idée au départ, c'est frêle et c'est fragile comme une petite pousse. Et puis, en fin de compte, si on est dans un environnement propice, bienveillant et équilibrant, et donc d'où l'intérêt aussi de l'environnement qu'on évoquera peut-être tout à l'heure en fonction de vos demandes, eh bien, cette pousse va grandir et devenir une belle fleur ou un bel arbre. Et donc, la créativité, c'est aussi laisser le temps de cette émergence. Et on a besoin de quelqu'un pour semer, quelqu'un pour jardiner, quelqu'un pour nourrir et ensuite pour exploiter cette création. Donc voilà, donc j'utiliserai ça pour parler de la créativité parce qu'il y a quelque chose aussi de très vivant dans la créativité. Je crée donc je suis. C'est une phrase très connue de je ne sais plus qui. Et donc, véritablement, la créativité, c'est un élan vital de vie. Voilà, donc voilà ma définition spontanée, Antonio, avec l'expression des visuels. Donc, merci pour ces expressions. Je regarde en même temps les commentaires. C'est toujours surprenant et intéressant de découvrir ce que les autres imaginent devant une photo qui ne devait pas grand-chose. Et oui, j'adore cet exercice. La photo que je vous ai mise ici auparavant, ça, c'est quelque chose lorsque j'ai fait la première signature du livre. Et donc, j'ai demandé à chacun dans mon espace de coworking de venir choisir un visuel qui représentait pour eux la créativité. Et donc, j'ai un web designer qui a choisi ce premier visuel là en début, parce qu'il est parti après, il n'est pas resté. Puis il me dit, moi, c'est évident, il n'y a que ce visuel-là qui peut représenter la créativité. C'est un travail, donc il a expliqué, c'est un travail, c'est plaisant, c'est quand on est dans le flow, c'est minutieux. Voilà. Pour moi, c'est la créativité, ça, et ça ne peut pas être autre chose. Et puis, en fin de compte, ensuite, chacun est venu donner sa version, son interprétation différente. Et j'adore ces constructions-là parce qu'on s'aperçoit que la créativité, c'est un sujet très riche et très complémentaire, sans parler peut-être du mot complexe, mais c'est les définitions des uns et des autres qui s'assemblent et c'est OK. Et donc, c'est aussi une des difficultés de parler de créativité, c'est qu'on peut avoir plusieurs interprétations en fonction de sa sensibilité, etc. Et donc, cet exercice aussi est là pour nous montrer aussi la richesse des points de vue collectifs. Et c'est ce qui fait aussi la richesse du travail à plusieurs. Et aussi de l'efficience du travail à plusieurs quand on sait prendre en compte nos différences et nos complémentarités d'expression. Alors, ici, je vous repose la pensée créative, c'est l'association, en fin de compte, de la pensée imaginaire et de la pensée rationnelle. C'est-à-dire que
souvent, on situe la créativité comme étant uniquement liée à la phase d'émergence des idées, d'ouvrir le champ des possibles, etc. Non, je reviens sur, j'ai eu tout à l'heure, hop, capacité. Jean-Philippe nous a donné une définition que j'utilise très souvent, qui est celle qui est donnée par Créa France, l'association française de la créativité en entreprise, association dans laquelle je fais partie, sur laquelle vous pouvez aussi adhérer. Et donc, la définition que l'on donne pour parler de la créativité en entreprise, c'est l'aptitude à avoir des idées nouvelles en fonction d'un contexte donné. Comment est-ce qu'on aborde autrement les choses et en même temps, c'est lié à un contexte, à un besoin d'action ou effectivement à des contraintes, puisque tu évoquais le terme contrainte, Jean-Philippe, tout à l'heure. Et donc, pour ce faire, on va faire appel à deux cerveaux. Et donc, c'est ces fameux deux pensées complémentaires entre la pensée, effectivement, de l'imagination et la pensée rationnelle. Ou autrement, on va parler aussi de divergence et de convergence. Voilà, c'était de vous redonner un peu une définition. Après, donc, toutes les clés que vous avez données, je vais les retrouver un peu dans le chapitre sur les cartes de la créativité qui va ensuite. Comment est-ce que je procède avec vous? Donc, on est 18h43. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on aborde comme carte ou comme clé de compréhension? Peut-être reparler du processus par rapport à ce que vous avez évoqué. Aujourd'hui, dans le processus créatif, j'explique souvent que la créativité, donc on l'a vu, c'est de faire appel à son imagination et en même temps, il faut que ça colle à la réalité. Et souvent, quand on part dans un processus de réflexion, on commence à imaginer, oui, mais il faut que ça colle à la réalité et on tombe à une étape où finalement, on n'est pas très loin de la réalité. Et donc, comprendre le processus créatif, c'est que pour avoir des idées, notre cerveau se met en fonctionnement avec 3 étapes. Une première étape que j'ai appelée la phase d'exploration. C'est-à-dire, c'est un peu comme le saut en hauteur, c'est-à-dire qu'avant de partir dans l'imaginaire, c'est ce que Renaud, tu évoquais dans la notion de explorer, phase d'ouverture, sans contrainte, ouvrir le champ des possibles. Eh bien, comprendre qu'il y a un processus pour les idées, c'est qu'il y a une première phase qui s'appelle la phase que moi j'ai baptisée explorer, et on va voir après dans une autre méthode comment est-ce qu'elle est interprétée. C'est la phase où on pose des questions, où on analyse, où on observe. Dans votre métier de designer, c'est la phase effectivement où vous êtes en observation, en écoute des besoins, dans l'analyse aussi du projet, toute la phase en fin de compte de recherche aussi des fameux insights en phase de démarrage. Donc ça, c'est la phase explorée qui nous permet de recueillir toutes les données et avoir une bonne ouverture sur le sujet. Et en phase 2, c'est la phase imaginée, où là, on fait appel à son imagination. Et en fonction des personnes, eh ben, on n'est pas forcément tous équipés pareil. Donc, on va avoir peut-être besoin de méthodos ou d'outils. Et c'est là où la boîte à outils de la créativité intervient pour aller plus loin dans l'imaginaire. Les étudiants de l'école de design, alors qu'ils sont quand même en 2e année et qu'ils ont déjà fait pas mal de choses en tant que créatifs, me disent souvent à l'issue de la journée, mais je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans les idées. C'est-à-dire qu'on leur donne des contraintes créatives dans cette phase pour aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. Et c'est ce qu'on fait dans cette 2e phase d'imaginer dans le processus. Et en fin de compte, et donc tu as parlé du temps 2, Renaud, après, donc qui est pour moi le temps 3, qui est le temps de développer. C'est-à-dire qu'ici, on a ouvert, on a plein de solutions un peu en vrac. Et donc, c'est prendre une 3e étape, qui est la phase de développer, qui est l'étape d'améliorer, tester, confronter, prototyper, si on est en design, pour arriver progressivement à la réalité et faire aboutir une idée. Et là, il existe aussi plein d'outils très intéressants là-dessus. Ça, c'est les méta-étapes du processus créatif. C'est issu d'une simplification pour moi d'une méthode que j'utilise, qui est vraiment la colonne vertébrale de ce processus, qui est le Creative Problem Solving, qui a été inventé par Osborne
qui est l'inventeur du brainstorming, et qui s'est aperçu ensuite que le brainstorming, c'était pas mal, mais on n'était peut-être pas assez efficient dans la recherche de solutions. Et il a travaillé avec Barnes, qui est un chercheur en créativité, pour aboutir à ce méta-processus en 3 grandes étapes. Et à l'intérieur, on a 3 et 3. Et donc, c'est clarifier, inventer et développer les solutions en action. Que ça soit l'une ou l'autre, on retrouve les méta-étapes aussi d'un mode projet. Et donc dans la créativité, c'est exactement la même. Et on le retrouve aussi dans le processus aussi du design thinking, dans les méthodos. Et donc, l'inventeur du design thinking, Tim Brown, s'est formé à cette méthode du CPACE à Buffalo. Et après, il l'a implémentée pour devenir ensuite, dans son métier de designer, en rajoutant effectivement les étapes d'empathie et les étapes de prototypage pour devenir ensuite le design thinking, plus les développements et comment on va appeler ça, la médiatisation ou le côté à la mode qu'on connaît aujourd'hui là-dessus. Je vais couper le partage d'écran pour peut-être recueillir avec vous quelles seraient les questions ou les clés sur lesquelles vous voudriez voilà, confronter nos points de vue entre vos métiers de designer, les clés de compréhension sur lesquelles vous voudriez qu'on puisse échanger ensemble. Donc, ouverture micro, partage libre. Je pense que ça peut être intéressant aussi de créer une interaction avec vous, les différentes personnes. Alors moi, je vais biaiser le truc, mais en fait, tout à l'heure, tu m'as montré un schéma que tu as zappé là dans la présentation et qui m'intrigue beaucoup sur tes notions d'innovation, là, tu sais, avec les 3 niveaux d'innovation. Ouais. Et celui-là, il me titille. Et franchement, si tu pouvais m'en dire plus, je suis preneur. D'accord. C'est la carte 1 qui est créativité, innovation, parce que souvent, comme je vous l'expliquais, et ça s'est passé, le travail que je vous présente, c'est issu le schéma que je vais vous présenter est issu de différentes méthodes que j'ai pu étudier, et donc j'ai pu aussi tester chez un client qui était ENAF, avec qui on a fait un séminaire sur l'innovation il y a de ça 3 ans, pour clarifier aussi leur stratégie d'innovation. Et donc, et c'est là où je me suis aperçue que quel que soit le niveau de l'entreprise, c'était pas aussi simple et qu'on avait besoin de revenir à des vrais mots et de la simplification. Donc, créativité, c'est l'aptitude à avoir des idées nouvelles, et innovation, c'est l'art de concrétiser ces idées en solutions opérationnelles. Et donc, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure sur cette notion de rencontre. C'était avec Franck sur la notion des insights qui ensuite vont rencontrer le collectif ou les personnes. Quand on est en créativité, on est effectivement plutôt dans les concepts, dans les idées. On est dans l'intelligence collective. On est là pour changer le système de perception, et l'innovation va être là pour le mettre en place dans la réalité économique de l'entreprise et du marché. Et donc, c'est souvent aussi, par exemple, je vais mettre par exemple la partie, comment on appelle ça déjà? Invention. Invention dans la colonne créativité, et innovation, l'innovation, c'est j'ai trouvé mon marché et j'ai un business model, un développement en face. Voilà, pour vous redonner aussi cette clé-là. Je repartage l'écran sur ce schéma. Donc je viens. Non, je remonte. C'est ici. Ce schéma, c'est qui permet en fin de compte de clarifier les termes d'innovation. Parce que lorsqu'on parle en entreprise d'innovation, on n'a pas forcément tous la même définition, et c'est bien d'être au clair sur ce que j'ai appelé 3 niveaux, force 1, force 2, force 3. Et donc, d'une boîte à une autre, on n'a pas forcément les mêmes stratégies, ou en fonction des produits, on ne va pas forcément avoir la même stratégie. Le niveau force, et donc on a deux axes ici, c'est l'impact pour mon marché,
Est-ce que je suis dans mon marché existant ou est-ce que je vais aller chercher de nouveaux marchés, de nouveaux usages, et l'impact dans mon entreprise. Est-ce qu'on est dans les savoir-faire déjà acquis ou est-ce qu'on va dans les savoir-faire à acquérir? Et donc ici, nous sommes dans l'innovation force 1. On est sur une phrase qui est « aller vers des choses qui marchent et qui seraient mieux qu'avant ». C'est-à-dire qu'on est là pour maintenir le modèle économique qui existe déjà. On est sur ce qu'on appelle dans le jargonnage l'innovation incrémentale. C'est-à-dire que je vais améliorer l'existant. Voilà. Et donc là, en créativité, on va chercher des idées pour simplement améliorer l'existant. Et cette clarification des niveaux attendus, vous savez, par rapport à l'échelle que je vous ai présentée tout à l'heure, jusqu'où je vais monter dans l'imaginaire. Là, je ne vais pas monter très très haut dans l'imaginaire. Je vais chercher des solutions qui vont simplement améliorer l'offre existante ou garder l'offre existante pertinente. Ensuite, on a les innovations force 2 qui sont, elles, une phrase d'Henry Ford. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval qui va plus vite. Donc là, véritablement, on va plutôt chercher des idées pour être en empathie et répondre. Pardon, je vous ai donné la définition 3. Définition, c'est pour ça que je me dis merde, j'ai un truc, là, Corinne, tu as fait un bug dans ton livre. Non, force 2, c'est la petite phrase, c'est nos clients en rêvaient, nous l'avons fait. C'était la phrase de Sony dans les années 90. Donc, on est dans la recherche de solutions à des problématiques ou à des réponses d'attente. C'est le terme insight qui a été pris tout à l'heure, que vous maîtrisez très très bien chez les designers, qui ne sont pas forcément connus dans tous les métiers, mais on est véritablement dans cette pertinence-là. Niveau force 2, on est dans l'innovation pool, c'est-à-dire qu'on est là pour répondre aux besoins et aux envies du marché avec des solutions totalement innovantes. Et on va évoluer vers des nouveaux usages que nos clients n'ont pas encore, et on va peut-être aussi faire bouger des lignes dans notre entreprise à ce niveau-là. Et donc là, on est là pour développer en étant en phase avec nos attentes clients. Et le niveau 3, je reprends la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la phrase d'Henry Ford. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit un cheval qui va plus vite. Donc là, c'est véritablement pour… vous avez évoqué cette notion aussi, on a le droit de sortir du cadre, de péter le cadre, d'inventer avec rien. C'est cette notion de sortir du cadre. Et donc là, on va ouvrir le champ des possibles pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va changer le paradigme de mon entreprise, pourquoi pas, dans la construction des marchés, et je vais aborder de nouveaux marchés. Donc là, on va faire appel à une imagination pour radicalement trouver des idées. Ce qu'on appelle, c'est aussi l'innovation radicale. Et donc, vous, en tant que designer, c'est aussi quand vous voulez clarifier avec vos clients en face de vous, clarifier aussi où est-ce qu'ils se situent. Parce que ça n'engage pas la même créativité et ça n'engage pas les mêmes démarches de designer aussi pour vous derrière. Voilà, Antonio. Est-ce que j'ai répondu? Donc, c'est un petit schéma simple, mais qui aide beaucoup en début de clarification, par exemple, de projet. Et moi, je l'utilise aussi par rapport aux boîtes dans lesquelles je vais intervenir. C'est qu'est-ce que vous attendez comme niveau de créativité? Parce que qu'on ne soit pas à côté de la plaque, quoi. Oh, merci. C'est une bonne présentation et c'est enrichissant. OK. Merci. Alors, est-ce que vous auriez d'autres… je arrête le partage d'écran. D'autres questions? Jean-Philippe, oui. Moi, je suis assez curieux sur la partie, sur les freins managériaux et les freins en entreprise et les freins à la créativité qu'on peut rencontrer. Ok, Jean-Philippe. C'est OK pour vous pour qu'on aborde ce sujet-là? J'ai un article complet qui va sortir dans quelques temps, mais peut-être vous repartagez déjà. Alors, je suis en partage d'écran. Ouais. Je suis désolée, l'animation prési, ça fait d'un truc à un autre. Voilà. Il y a 4 grandes familles aujourd'hui de freins qui existent. Et véritablement aussi, c'est d'être conscient de ces freins-là. J'ai donc une des lectrices qui a lu ce livre cet été.
qui m'a fait part aussi d'une étude. Elle me dit: «Ton bouquin, ça représente effectivement aussi». Ça met vraiment en lumière une étude, qui est pas connue par les chercheurs, voilà, donc je ne savais pas, et qui conforte les 4 familles de freins que je vais vous donner, mais qui mettait aussi beaucoup en exergue, notre contexte, entre guillemets «français». C'est-à-dire que les freins à la créativité que je vais vous présenter ici, freins culturels, sont très exacerbés dans notre culture française par rapport aux autres pays. Donc, on a ce qu'on appelle, alors je reprends le livre en même temps pour vous donner un peu les catégories sur le principe là-dessus. On a ce qu'on appelle donc la pression anti-créative. Et moi, je la vois souvent. C'est-à-dire que la pression anti-créative, c'est vraiment dans les freins culturels, c'est la pression, en fin de compte, sur le fait de parler de créativité. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise, on est souvent, en fin de compte, c'est créativité versus sérieux. Aujourd'hui, d'après vous, en France, combien de personnes associent le terme travail et plaisir? Je vous pose la question. 12%. Simplement 20%. 20%, ça veut dire qu'on est dans le labeur. C'est-à-dire que la créativité qui est basée aussi sur une notion de plaisir, de jeu. Albert Einstein disait: la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. D'accord ? Il y a une notion de plaisir intrinsèque qui est très fort, alors que dans le milieu de l'entretien, on associe l'intelligence au sérieux. C'est une construction aussi qui trouve beaucoup dans notre éducation, aussi à la Descartes. C'est-à-dire que notre système français, on évolue aussi beaucoup sur la critique. Et donc, la place à l'ouverture, quand vous avez parlé aussi de désordre, ça rejoint cette notion-là. Lorsqu'on parle de désordre, de pas sortir, non. On a une culture française qui est beaucoup dans l'évaluation. Et donc, dans l'évaluation, et donc c'est là où ça pose problème. Pression anti-créative, c'est aussi la notion de créativité versus bonne éducation. C'est une étude dans le livre dont je parle de George Land et Bert Chapman qui ont réfléchi sur les génies créatifs. Et donc, en fin de compte, ils se sont aperçus, donc en fin de compte, ce qu'on appelle la pensée divergente, cette aptitude à, d'un sujet, produire un maximum de solutions. Vous l'avez évoqué aussi dans votre définition aussi, par exemple, du bout de ficelle, c'est d'un truc, comment tu arrives à en faire plein de choses. Eh bien, ils ont fait cette étude auprès d'enfants. Sur les enfants de moins de 5 ans, on a 98% des enfants qui ont cette aptitude créative. Et au fur et à mesure de l'éducation, on arrive à un total, entre 12 et 15 ans, ce chiffre passait à 10%, et seuls 2% étaient au même niveau de cette catégorie, passés à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on perd, il y a une pression culturelle où on rentre dans des schémas, dans des carcans, et cette créativité n'est pas forcément encouragée dans nos schémas. Donc ça, c'est la partie contrôle aussi qui est très, très forte. Donc, bien analyser aussi les freins culturels que l'on a aussi dans les entreprises, et ça d'en être conscient. On a aussi un autre frein que j'appelle, moi, les freins personnels. C'est-à-dire que quand on est créatif, c'est aussi de s'exposer soi. Et donc, en fin de compte, s'ouvre le premier frein, et c'est ce que je dis à chaque début de séance de créativité, c'est l'aptitude d'être dans le non-jugement, dans l'ouverture, d'ouvrir le champ des possibles. Et le premier frein, c'est son propre cerveau. C'est nous-mêmes, on se dit: «Non, mais ça, je ne vais pas le dire. Non, mais ça, c'est pas assez bien, c'est pas assez abouti». Et donc, un des premiers freins à combattre pour encourager la créativité, c'est déjà notre ennemi intérieur, notre censeur intérieur qui nous coupe, qui nous juge, qui nous évalue. C'est aussi le perfectionnisme, ça c'est pareil, et puis la peur de l'inconnu, et aussi dans cette notion de frein personnel aussi, c'est la peur du changement. Donc, il y a un travail aussi à faire dans les équipes quand on veut encourager la créativité, de créer ce climat de confiance et d'encouragement de chaque individu pour oser s'exprimer.
Ensuite, on a les freins économiques. Les freins économiques, c'est cette notion de casser aussi le paradigme des entreprises. Et on s'aperçoit souvent, lorsqu'on parle des compétences de l'innovation, on les associe à des compétences liées à l'autodiscipline, la mise en œuvre, la planification et l'analyse, alors que la créativité est ailleurs, hein. Et donc, nos dirigeants sont souvent de très bons gestionnaires, mais cette notion de prendre des risques à innover est souvent compliquée. C'est vraiment cette notion de courage d'innover. Et pourtant, c'est une phrase de Peter Drucker que je redonne, le plus grand danger dans les moments de turbulence, ce n'est pas la turbulence, c'est d'agir avec la logique d'hier. Et donc, un des freins, c'est cette notion d'avoir le courage de faire ce pas de côté, d'aller vers l'inconnu pour repenser un modèle. On retrouve aussi dans les freins économiques cette notion aussi d'urgence versus non-urgence. Moi, je le rencontre aussi beaucoup dans des boîtes. C'est-à-dire que ce qui peut bloquer la créativité, c'est que non, mais attends, mais ça fonctionne super bien. Pourquoi se remettre en cause? Pourquoi chercher à faire autrement? Il n'y a pas d'urgence, donc je ne vais pas chercher à être créatif ou à faire autrement. Et inversement, il y a la notion d'urgence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, par exemple, avec ce Covid, où il y a plein de choses à revoir ou à repenser, des urgences aussi dans les entreprises, de repenser leur schéma économique. Et là, on arrive à une urgence qui coupe aussi la créativité, hein, dans cette notion-là. Et dans le frein économique, c'est aussi d'évoluer dans le courage d'innover. J'évoque aussi le fait d'aller sur une ouverture beaucoup plus durable et humaniste. Et ce n'est pas aussi simple que ça de penser à un autre modèle économique dans les entreprises. Et enfin, le dernier frein à la créativité, c'est la perte de pouvoir, les freins organisationnels et management. Vous l'avez évoqué, Renaud, la notion de désordre, sortir du cadre. Et oui, mais pour les managers, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre le pouvoir. Patrice évoquait la notion de vivre ensemble en harmonie. Bah, mais le manager, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là si tout le monde s'entend bien, on partage les idées? Donc, il y a des freins organisationnels dans le management très, très forts. Et donc, et on a besoin de décloisonner pour faire tomber les murs, pour que la créativité soit dans cette richesse collée. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je posais aussi en premier chapitre, ce n'est pas notre mode de fonctionnement français aujourd'hui dans nos entreprises. On commence à arriver à ce mode collaboratif, mais n'est pas forcément là. Donc, il y a vraiment cette notion aussi à prendre en compte, c'est quel est le niveau aussi d'appétence de management dans les entreprises. Et un des freins à la créativité, c'est aussi l'ego, cette notion de pouvoir. J'ai les idées, j'ai le pouvoir. Et donc, et ce n'est pas aussi simple aujourd'hui pour les managers, créativité collective à mettre en place parce qu'ils ont l'impression de perdre leur autorité et pouvoir. Et donc, c'est une petite anecdote que je vous donne ici d'un collègue là, qui parlait du livre. Et puis, donc, c'est vraiment possible. Il dit, bah oui, c'est la clé du bouquin. Et l'autre, il s'inquiète, il dit, mais il y a un marché pour ça. Et lui, pour lui, c'est effectivement, les managers sont trop formatés, quoi. Enfin, parler de créativité en entreprise. Donc, ce frein, pour moi, le premier, c'est véritablement travailler sur les postures managériales pour faire tomber cette notion de pouvoir et d'ego ou de fonctionnement en silo aussi, pour arriver à un management beaucoup plus transverse et collaboratif. Voilà pour très rapidement sur cette notion des freins. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions parallèles aussi avec vos métiers de designer c'est bon pour vous? Je ne sais pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voudriez qu'on… Oui, Sébastien.
C'est Non, Sébastien? j'avais juste une anecdote à dire que sur Ah, sur la nature humaine de l'innovation, de la créativité, c'est effectivement quelque chose qui est assez propre à l'enfance, mais qui n'est pas simplement dû à la pression sociale, mais aussi à un phénomène physiologique. Ça a été démontré que la plasticité cérébrale, pour que les schémas se créent dans le cerveau sur, voilà, quand je lâche une pomme, elle tombe. Voilà, quand je prends des bouts de ficelle, je peux faire ci, je peux faire ça. À force, les schémas mentaux se créent et se rigidifient un peu. Et mm. voilà, c'est aussi un phénomène physiologique qui peut être combattu aussi et qui n'est pas aidé avec la pression sociale, mais qui est aussi un phénomène physiologique qui Ouais. demande une certaine souplesse. Tout à fait. Et donc, et je rebondis sur cette notion de souplesse. Je me suis intéressée aussi créativité et neurosciences. Oui, Et tout à donc, fait. dans la carte sur les deux modes de pensée, où je parle des pensées divergence et convergence, j'ai regardé aussi du côté de la neuroscience, et donc cerveau adaptatif et cerveau réactif. Mm. Et donc, véritablement, le cerveau réactif, c'est là où on va stocker nos mémoires d'enseignement, comme tu dis, on arrive à une rigidité. Et donc, c'est de faire la bascule vers le cerveau qui est le cerveau de la créativité, où on a une souplesse neuronale à se connecter pour pouvoir trouver des nouvelles solutions, ouvrir le champ des possibles. Alors que progresser le cerveau, par nos habitudes de fonctionnement, par nos schémas, où on fait appel à notre mémoire. Donc, ça fait écho effectivement aussi là-dessus. Et c'est de savoir aussi se muscler. Je parle souvent aussi de savoir muscler son cerveau créatif pour faire cette bascule dans le cerveau créatif. Et donc, la neuroscience apporte aussi beaucoup de clés et beaucoup de crédit aussi au processus créatif. Et donc, c'est d'arriver effectivement à passer de ce qu'on appelle le mode automatique, qui est dans le fameux oui, mais, c'est je ferme la porte, je suis assez rigide dans mon mode de fonctionnement parce que j'ai déjà fait ci ou ça, et où j'arrive à très bien le faire dans le cadre de situations maîtrisées, et au cerveau donc plutôt en mode adaptatif, où là, je vais plutôt être dans l'ouverture du champ des possibles et on va faire appel au « et si ». Et là, j'ouvre. Donc, c'est de faire des petits exercices que la neuroscience nous propose, très, très ludiques et très sympas pour passer vers l'autre cerveau. Ouais, mais je rejoins cette notion évoquée par Sébastien. Alors, bon, je pense qu'on n'a plus de questions. C'était assez ouais. riche. Tu nous as amené beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses à aller explorer et suscite beaucoup de curiosité. Vous n'avez vraiment pas une petite dernière question pour la route? Non. Moi, j'aurais peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Qu'est-ce que tu conseillerais? Je ne sais pas si on peut se voyer aussi, on se tutoie, je ne sais pas comment. Comme tu as envie, Renaud. Mais tutoie-moi. Corinne, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais dans un contexte, par exemple, de forte réticence? Quand on est face à un manager ou à un directeur de structure qui a une forte réticence et bien souvent aussi qui a un ego assez fort, quelle technique on peut mettre en place pour l'amener à la bifurcation, pour l'amener à changer ses perspectives sans qu'il ait peur et qu'il perde le contrôle et qu'il ait le sentiment de perdre le contrôle. Ça, c'est assez... Soit on se rappelle après, Renaud, par rapport à un cas concret, que tu me le décrives un peu plus, et après, j'ai plein de retours d'expérience ou de trucs et astuces à donner. Je vous avais préparé, je ne sais pas si je vais réussir à le faire, un retour d'expérience d'un directeur qui a assisté à une journée sur les méthodologies créatives avec un de mes homologues, et qui a fait ensuite un retour à Philippe Brasseur sur comment il avait animé autrement son conseil d'administration et quels bénéfices il en avait tiré. Donc, j'ai un exemple concret, si tu veux, à donner.
par rapport à ce type de personnes, il ne faut pas parler de créativité. Déjà, je reviens à ton profil. C'est un prochain article que je vais faire, c'est « Ne dites pas à mon chef que je fais de la créativité, il me croit en réunion ». Donc, par rapport au profil réfractaire, ne dites pas que vous faites de la créativité, parce que vous allez passer plus de temps à justifier pourquoi est-ce qu'on va faire de la créativité. Et donc, travailler plutôt sur des résultats factuels, c'est-à-dire utiliser des techniques ou des approches, et ensuite, vous lui expliquerez que vous avez utilisé des techniques de créativité. Autrement, j'ai eu le cas aussi quand j'ai travaillé avec la DGA, Direction Générale des Armées, sur un... donc, c'est quand même des profils très militaires. Et donc, en début de séance, donc j'explique ce que l'on va faire, etc. Et j'ai un profil très bleu. Alors, c'est les modèles de compréhension. Et j'ai une personne qui se referme sur lui, qui me dit « Attends, mais là, je comprends juste rien à ce que tu m'expliques. » Et donc, il m'a redonné tous ses freins. Et donc, moi, je les ai repris un par un. Il avait besoin d'être rassuré par des faits, par des compréhensions, pour qu'on le fait, de comprendre, par exemple, le processus. Tu sais que je vous ai présenté tout à l'heure, le méta-processus. Il y a d'abord une étape où on va poser des questions. Il y a une étape après, on va perdre dans une ère. On est encore loin de la réalité, mais ça va venir après. Et il y aura une étape où on va améliorer. Rien que le fait de réexpliquer ce type de processus que l'on va vivre en phase créative, ça peut aussi rassurer des réfractaires. Mais je suis à ta disposition, Renaud, par rapport à l'exemple, mais c'est de vous donner aussi un... Alors... Je vous fais ce partage d'écran. Donc là, c'est en fin de compte, j'ai animé ce midi la réunion avec 9 salariés actionnaires de l'entreprise. Quand ils sont rentrés dans la salle de réunion, ils ont trouvé sur la table recouverte d'œuvres d'art. C'est-à-dire que c'est des visuels. C'est un peu ce qu'on a utilisé, nous, tout à l'heure. Et il leur a demandé comment est-ce que vous avez vécu l'année, donc satisfaction, inquiétude, etc. Donc, il a fait un exercice de photolangage, exactement comme on vient de faire là à l'instant. Et donc, chacun s'est exprimé. Et donc, il donne son témoignage pour dire l'effet a été immédiat. Ils se sont livrés dans une totale sincérité. Ils ont dit des choses bien profondes. Et donc, en fin de séance, on a eu des temps d'échange sur les perspectives d'avenir. Ça a tellement fusé intelligemment, donc on n'a pas pu tout noter. Et donc là, c'est un exemple concret où ils ont pu effectivement voir que grâce à la créativité, alors c'est une méthode de créativité, mais ils ont pu aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'une expression classique, rationnelle d'un tour de table. Donc voilà, ça c'est un retour d'expérience que je voulais vous partager, que je trouve assez simple, à l'image de ce qu'on vient de faire là sur le photolangage. Et quand j'engage sur le photolangage, moi je suis toujours épatée de la qualité d'expression. Donc Renaud, ça peut être aussi demain d'arriver avec un jeu de photolangage pour que les gens puissent s'exprimer sur un sujet. J'ai déjà fait cet exercice sur l'exercice du SWOT, vous savez, cette notion de force-faiblesse, etc., en mettant du photolangage dessus. J'ai été épatée de la qualité des expressions qui ont été données, qu'une réflexion classique. Voilà. Donc, donc, ne dites pas que vous faites de la créativité quand vous avez des réfractaires en face de vous, ça ne sert à rien. Agissez, mettez en place les méthodes. C'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. J'arrête le partage d'écran. Merci pour ce temps d'échange. Moi, j'ai toujours une frustration parce que j'aimerais un peu plus d'interactivité. Je vous ai mis mon adresse mail, corinne.londet@idein.fr. Si vous voulez donc soit commander le livre, soit aussi parler d'autres situations. Je principe aujourd'hui qu'on avance aussi tous ensemble dans nos métiers qui rendent meilleurs nos entreprises, ouvrir le champ des possibles, imaginer de nouveaux futurs désirables et plus humains. Donc voilà, donc je suis à votre disposition pour continuer les échanges ou vous apporter d'autres clés. Et avec plaisir pour continuer, confronter aussi nos points de vue. Et c'est ce qu'on fait déjà au quotidien, nous, avec Antonio, depuis maintenant 5 ans. Et je me régale aussi de nos partages et de nos expériences dans nos univers mutuels. Voilà. Antonio, je te passe la main pour…
C'est réciproque et encore ce soir. Merci à toi de tout ce que tu as pu donner en fait et partager.